Bonjour Salaheddine. Bonjour Mali. Heureux de te recevoir à nouveau pour aborder un thème que j'avais déjà abordé d'une manière un peu partielle, mais sur un sujet peut-être un peu plus, je dirais, un peu plus précis, qui était le donner des miettes. Ici, avec toi, j'aimerais aborder la question de l'asymétrie dans la relation. Sachant en fait que l'asymétrie, ou en tout cas la symétrie dans une relation est un des corollaires ou un des éléments qui définit une relation saine. Et on a quand même vu ce sujet dans quelques commentaires. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde peut définir les choses comme il le désire, finalement, il faut quand même qu'on ait des outils et des moyens de pouvoir distinguer une relation saine, une relation qui est toxique. Et une des définitions de la relation saine, c'est une relation qui est basée sur la symétrie, un minimum de prise de responsabilité de la part des deux partenaires et un minimum de devoir et de responsabilité l'un pour l'autre. Alors, sur cette question-là, Salaheddine, explique-nous pourquoi la vaste majorité des partenaires des évitants relatent cette sensation d'asymétrie qu'ils peuvent avoir avec eux. Explique-nous cela, d'où ça vient. Ok. C'est une question importante, c'est une question effectivement qui revient beaucoup chez beaucoup de personnes qui sont frustrées et qui ont tendance à penser que j'investis à fond d'un côté et puis le retour sur investissement est très faible de l'autre. Et là, il faut revenir aussi aux origines des styles d'attachement. Hein. Donc, on va refaire un peu, on va se répéter, mais c'est important de comprendre que tout vient c'est la base. de là, c'est la base. C'est ça. Et qu'on peut pas faire l'économie de la base pour comprendre les conséquences de tout ça. Donc, l'évitant, lui, dans la réponse qu'il va donner, qui est la réponse primitive, va être plutôt dans le repli, plutôt que dans l'ouverture à l'environnement. Ok ? L'environnement est vu comme quelque chose de dangereux, quelque chose sur lequel il ne peut pas compter. Donc cette notion d'être dépendant de cet environnement est pour lui un axe central dans la gestion de ses relations par le futur. Là où, chez la personne avec un style d'attachement anxieux, ça va être tout le contraire. On va être beaucoup plus dans l'ouverture par rapport à l'environnement, dans la surouverture, on va être dans la survigilance, et donc on va vraiment être très attentif à ce qui se passe pour essayer de répondre au mieux aux besoins, aux attentes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la configuration de base, la programmation de base. On entame une relation par la suite, on est adulte, on va commencer une relation, il y a une personne qui a un style d'attachement évitant, une personne qui a un style d'attachement anxieux, on active, on est dans la phase d'activation. Donc chez l'anxieux, il va y avoir cette notion de repli, et chez l'anxieux, il va y avoir cette notion de vigilance, et chez l'évitant, cette notion de repli. D'accord. Et c'est là où l'asymétrie va jouer. L'asymétrie, elle est liée à l'idée que si à un moment donné, moi je suis en relation avec quelqu'un, et j'estime que si je fais quelque chose, si je fais un effort, il est naturel, et il est de l'ordre du bon sens que l'autre comprenne que j'ai fait un effort et puisse me donner en partie quelque chose qui valide, qui montre que j'ai fait, qui montre que j'ai porté, que la personne a porté l'attention à cet effort parce que cette personne est importante pour moi, etc., etc. Et puis en retour, au lieu de t'attendre à un retour qui est celui que tu espères, tu as quelque chose de pas grand-chose, pas rien grand-chose du tout. Oui. Et c'est là où il est important de noter vraiment que la carte n'est pas le territoire, que c'est cette notion, et ça on l'a déjà abordé dans une autre entrevue, mais cette notion de symétrie, d'asymétrie, elle n'est pas aussi évidente que cela paraît de prime abord. Pourquoi ? Parce que ce qui est naturel pour toi, Mali, elle n'est pas forcément pour moi. Et ça, je l'ai déjà dit dans comment l'évitant montre son amour. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que chez l'évitant, le fait de pouvoir répondre à ce qui est attendu de l'autre côté, c'est un effort de dingue. Oui, c'est ça. C'est un effort de dingue. Pourquoi ? Parce que là, il va développer sa vigilance vers l'extérieur. Il n'a pas l'habitude. Il est plutôt à l'intérieur. C'est là qu'il est en sécurité, dans sa tour d'ivoire. Là, il est bien. Là, il est protégé. Là, il faut aller voir ce que l'autre attend de moi. Mais cette attente de moi crée de la dépendance. Oui. Et là, tu actives. Tu as toutes les alarmes. Toutes les alarmes qui sont. Donc, quand lui reste dans un système comme ça,
ça a l'air d'être con, ce que je dis, mais pour lui, c'est un travail de dingue. C'est énergivore de dingue. Et donc, là où le partenaire attend une réponse qui pense être une réponse normale, et il reçoit, comme l'a dit le collègue Arnaud, des miettes, et donc il se dit, tiens, purée, je suis en train de me donner à fond, et lui, il est en train de me donner quelque chose d'insignifiant. Oui. Alors, tu as compris un peu où je veux arriver? J'ai parfaitement compris, parce que tu fais remonter l'origine de l'asymétrie, encore une fois, à la genèse des styles d'attachement. C'est important, parce que c'est la programmation. Non, bien sûr, c'est fondamental, mais on va dire que ici, on va essayer un peu de parler de comment ça peut être ressenti par un partenaire. C'est-à-dire que un partenaire qui, à un moment donné, s'engage d'une certaine manière dans une relation, et c'est important aussi de dire que, au-delà des anxieux qui, eux, peuvent être dans, on va dire, dans le jeu de miroir inversé, si tu veux, de l'évitant, même insécure, ou en tout cas toute relation saine exige, si tu veux, en tout cas un minimum de réciprocité. C'est-à-dire que si une personne s'occupe de toi ou prend soin de toi, elle s'attend aussi à quelque chose en retour. Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que beaucoup d'évitants nous disent oui, mais la relation, c'est pas un business, hein. C'est-à-dire, c'est pas un business. C'est pas parce que tu donnes que tu dois attendre quelque chose en retour, mais il le voit comme une pression. Il le voit comme une pression, et ça pose quand même problème parce que c'est vrai, en fait, l'argument est correct. La relation n'est pas nécessairement un business, mais si on rentre en relation, ben, inévitablement, si c'est pour ne pas prendre en considération l'autre, prendre en considération ses besoins et prendre en considération, dans une certaine mesure, je pense qu'il n'y a jamais ça. Hein. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais. Le fait de dire je prends jamais en considération l'autre, ça c'est faux. Pas l'autre, mais ses besoins en tout cas. En fait, il va prendre en considération. Mais la manière dont il va répondre à la sollicitation n'est pas forcément la réponse attendue par le partenaire. Tu comprends? Oui. Le partenaire, il s'attend à par exemple, voilà, j'ai une partenaire, elle me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et toi derrière t'es là et t'as du mal à le sortir. Tu comprends? Mais tu vas être utile, tu vas être présent, tu vas montrer que... Autrement. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que chez lui, pour aller sortir cette partie de vulnérabilité qu'il a enfouie au fond de lui-même et dire les choses avec ouverture et tout ce qui en suit, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qu'il va faire naturellement, c'est pas quelque chose qui va... Il a même du mal à comprendre ce qu'on lui demande parfois. Parce que pour lui, c'est quelque chose de très compliqué, c'est un angle mort, en fait. Si tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réponse. Parce que le fait, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans une autre vidéo, le fait qu'il reste et qu'il décide d'une certaine manière de confronter ces parties qu'il tire vers l'arrière et d'être dans cet inconfort malgré le fait qu'il vit ce qu'il vit en termes de sensations, ben, c'est déjà une réponse en soi. Maintenant, l'idée de l'asymétrie, c'est qu'à un moment donné, et tu as raison, ça crée une frustration chez le partenaire. Oui, que tu le veux ou que tu le veuilles pas. Maintenant, nous, l'éveil, chez l'éveil relationnel, c'est d'éveiller les personnes à la relation. Donc, éveiller les personnes à la relation, et tu as raison quand tu dis que, par exemple, même chez les sécures, il y a cette notion on peut être frustré une fois qu'on est avec un partenaire comme ça. Il y a deux choses. Un, il faut que les personnes, en tout cas, j'invite plutôt, les personnes qui se reconnaissent dans un style d'attachement évitant, à comprendre qu'on ne négocie pas le besoin de quelqu'un d'autre. Si on est en relation, c'est que les personnes ont un besoin auquel elles attachent de l'importance, un besoin de connexion, un besoin de reconnaissance, un besoin de liaison, un besoin de relation, et qu'on ne peut pas juste rester comme ça en disant voilà, je ne vais pas répondre aux besoins de l'autre ou au minima ou non, c'est important de pouvoir répondre aux besoins de l'autre et le partenaire de comprendre que la réponse qu'il va avoir n'est pas forcément celle qui est attendue par lui, donc c'est-à-dire une sorte de projection de ce qu'il attendrait, de ce qu'il pense pouvoir mériter comme réponse, et qu'il y a parfois justement une sorte de dézoomage à avoir et de se dire ok, ça va. Il a du mal, je conçois qu'il a du mal, on peut en parler, on peut en discuter, on peut s'écouter sur le sujet et voir comment on peut faire les choses ensemble, sans directement rentrer justement dans une sorte de procès d'intention, disant tiens, s'il me donne pas ce qu'il me donne, c'est qu'il me respecte pas, et de l'autre côté, on est en train crescendo de monter dans une sorte de cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de mécommunication, de conflit, et c'est là où justement les choses
s'empire d'une certaine manière, tu comprends? Oui. Donc le but ici, si tu veux, m'allier avec ce que je dis, c'est que vraiment, il faut apprendre en tout cas, j'invite les personnes qui nous écoutent à se dire que quand ils vivent des choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'ils ont l'habitude d'attendre comme réponse, de s'interroger d'abord eux, puis d'interroger le partenaire dans qu'est-ce qui est compliqué, dans ce que je demande, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as besoin d'en discuter. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment, c'est important pour moi, c'est des besoins sur lesquels je peux pas négocier, et c'est important que tu l'entendes. Est-ce que tu es en capacité de l'entendre? Voilà. Donc, au-delà du fait de dire ouais, je l'aime ou je l'aime pas, c'est aussi le fait de se respecter soi-même et puis de se dire ok, est-ce que la personne est en capacité de répondre à ce que j'ai besoin aussi? Oui, mais est-ce que ici on ne touche pas alors à une autre question qui est plutôt quelque chose dont on a beaucoup parlé, que tu parles, dont on a déjà beaucoup abordé, enfin, on l'a abordé, et tu l'abordes aussi toi avec la plupart de tes patients, c'est l'idée du cadre relationnel. Clairement. C'est-à-dire qu'en fait, ma foi, si on est dans un cadre relationnel d'une véritable relation engagée, on peut pas en même temps exiger, si tu veux, une chaleur relationnelle, comme par exemple Lévitan le veut, il veut quand même une certaine chaleur relationnelle, mais sans s'engager, par exemple. On peut pas vouloir une chaleur relationnelle, mais être en même temps dans une posture de détachement. On peut pas vouloir de l'amour, tout en donnant, en fait, si tu veux, de la distance. Et donc, comment est-ce que ce paradoxe dont on a beaucoup parlé déjà avec Arnaud dans une entrevue qui est très importante, doit être géré, puisque c'est véritablement ces paradoxes qui entraînent finalement l'incompréhension des partenaires, puisqu'ils se disent, OK, si on est dans une relation engagée et que l'autre personne me dit, écoute, tes besoins, fondamentalement, je peux pas les prendre en considération parce que c'est trop lourd pour moi. Mais alors à ce moment-là, est-ce que ça ne dilue pas complètement la notion de relation, Salahuddin? Je vais répondre. Donc, quand tu dis, vers la fin de ta question, tes besoins, c'est trop lourd pour moi. Si c'est exprimé comme ça, Mali, c'est que déjà, on est dans une phase de maturité dans la gestion de la relation qui est bonne. Hein. C'est ça. Puisque là, tu l'exprimes. Oui, bien sûr, voilà. Tu l'exprimes, effectivement. Tu l'exprimes comme ça. C'est ça. La plupart du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps, comment ça fonctionne? On est dans cette phase de lune de miel où, chez l'anxieux, la personne à laquelle c'est l'attachement anxieux, on va se suradapter, on va dire oui à des choses auxquelles, d'ordinaire, on dirait pas oui, parce que on veut avoir l'attention du partenaire. Et je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'attention négative vaut mieux que l'attention d'absence d'attention. Chez l'évitant, on va se surqualifier. Donc, tu vois, il y a tout ça qui... Et tu trouves, par exemple, tout ça qui va faire qu'à un moment donné, ça va déborder par la suite. Puisque d'emblée, le cadre, effectivement, relationnel n'est pas quelque chose qui est établi. Okay. Et pour qu'il soit établi, Mali, il y a une notion qui est très, très, très importante, sur laquelle je travaille énormément en coaching. Oui. C'est le fait déjà de se connaître soi-même, de connaître quels sont ses besoins, oui. Quelles sont ses valeurs, quels sont ses critères. Parce que force est de constater que certains partenaires viennent chez moi, ils me citent des relations dans lesquelles ils sont vraiment pas bien du tout. Et quand j'établis les critères, les valeurs et les besoins de ces personnes, et qu'on fait face à la relation qu'ils sont en train de me décrire comme problématique, on se rend compte qu'il y a très peu de choses qui sont alignées, mais que malgré ça, ils sont dedans. Donc, en fait, à partir du moment où tu as ce cadre qui déjà t'est propre à toi, parce qu'un individu n'est pas un autre, il y a cette notion de tempérament, tu vois, un tempérament, chaque personne a des tempéraments qui sont différents, tu vois. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es en relation, et ça c'est hyper important, c'est d'abord apprendre à te connaître, à savoir qu'est-ce que tu vas tolérer, ce que tu peux pas tolérer, qu'est-ce qui est très très important pour toi. Et toi, tu vois, par exemple, dans cette notion de valeur, tout simplement les valeurs. Tu peux dire, tiens, pour moi, la valeur liberté, elle est importante, et ma compagne me dit la valeur liberté est importante. Mais quelle définition je donne à la liberté? Oui. Ça, c'est encore un autre. Tu vois, il y a ce travail vraiment de décortiquer qu'est-ce qui est important pour moi. Et souvent, on travaille par procuration. Ah tiens, mes parents m'ont dit que c'était important. Mais il faut revenir à ce qui est essentiel pour toi. Moi, je te connais bien, par exemple, je sais que la notion de liberté chez toi, elle est hyper importante. Tu vois, tu la mets... Ben voilà, c'est important. C'est-à-dire que si à un moment donné, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère relationnelle, oui. Cette valeur n'est pas respectée, ça ne peut qu'aboutir à une tension. Ça ne peut pas être autrement.
C'est impossible. Oui, mais à partir de quel moment est-ce que tu prends en considération, avec les valeurs que tu portes, comme par exemple, prenons l'exemple de la liberté que tu viens de citer, l'adéquation ou en tout cas l'alignement avec l'idée de relation. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on sait que l'évitant a un certain rapport à la liberté et à l'hyper-indépendance qui est très marqué. Mais à un moment donné, quand tu rentres en relation et que tu décides, dans une certaine mesure, en tout cas si c'est une relation engagée, d'être avec cette personne et pas avec tout le monde. Donc si tu es avec une personne, tu mets, si tu veux, tes besoins dans les mains de ce partenaire. Et si tu as une certaine idée de la liberté, ben, inévitablement, à partir du moment où tu mets tes besoins dans les mains de cette partenaire, c'est pas pour les mettre dans les mains de tout le monde. Donc, j'entends, oui. Tu coupes quelque part un tout petit peu, ou tu diminues, si tu veux, ce besoin de liberté, ce besoin d'hyper-indépendance, pour que la relation soit possible, puisqu'une relation implique l'existence d'une deuxième personne. Et donc, si vous vous mettez ensemble, c'est pour vous combler dans une certaine mesure l'un l'autre, et qu'il y ait une certaine forme de codépendance, à moins qu'on soit dans un autre cadre relationnel. Tu connais toi-même tous ces cadres relationnels. Donc, ici, est-ce que l'évitement non travaillé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un évitant qui ne fait pas de travail sur lui, et c'est une question un peu délicate que je te pose, est-ce qu'un évitant qui fait pas de travail sur lui pourrait se retrouver dans une véritable relation avec une certaine symétrie et une certaine réciprocité, s'il ne prend pas conscience de ça? Bah, ça va être compliqué, Mali. C'est ça va être compliqué. Clairement. Ouais. Si c'est pas pour dire impossible. Voilà. C'est comme si tu disais, je vais arroser dans le désert et j'espère avoir une végétation. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas cette remise en question, c'est ça le cadre de référence. Ça, c'est le cadre de référence interne. Oui. Tu as ton cadre de référence interne et si tu veux, l'objet aussi de nos vidéos, c'est de mettre en avant les prises de conscience chez les gens pour qu'ils captent que les réponses qu'ils donnent, et ça, on a beaucoup de personnes qui nous remercient par rapport à ça, et on est content. Vraiment, on est content qu'il y ait ces prises de conscience qui se font. Mais la prise de conscience, c'est un paramètre. Après, une fois que tu as pris conscience, qu'est-ce que tu fais pour changer, en fait? Tu fais quoi pour changer? Si tu es dans la répétition de ce que tu as l'habitude de faire, il n'y a rien qui va changer. Donc, à un moment donné, pour répondre à ta question, il est clair, ça c'est toutes les études qui le démontrent, qu'un couple, qui est un couple épanoui, c'est un couple où le partenaire sait prendre en considération les besoins du partenaire. C'est ça. Ça c'est clair. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question à avoir par rapport à ça. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, il peut y avoir de la mécommunication. OK? Et c'est là où il y a un enjeu d'écoute, où il y a un enjeu de savoir sortir de son cadre de référence, où il y a un enjeu de faire un effort et de se mettre parfois dans une position de vulnérabilité, où il y a un enjeu de comprendre que l'effort que va faire un évitant, quand il va te dire, par exemple, je t'aime, et si toi, t'es pas à ce moment-là, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la réalité, disposé à être dans une écoute, on lui dira ah, merci, ça me fait plaisir, et tu fais ça passer tu laisses passer ça comme un courrier à la poste, ben, il sera beaucoup plus enclin pour le refaire la deuxième fois, la troisième fois. Parce que pour lui, il fait un effort de dingue, mais toi, c'est quelque chose de naturel. Tu dis, tiens, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que tu fais. Pour lui, c'est là où le cadre de référence est important. C'est là où il y a une sorte d'éducation à avoir, à sortir de son cadre de référence, à essayer de comprendre l'autre, mais comprendre l'autre ne veut pas dire je tolère l'intolérable. Ou alors dire tu peux nécessairement que l'autre met à l'amende, et qui te dit non, et qui te met... Non, ça clairement, à partir du moment où le partenaire n'est pas disposé à faire un effort, que ce soit un évitant, que ce soit un anxieux, à se dire je vais remettre, je vais faire différemment parce que la réponse que je donne n'est pas une réponse saine, ça ne peut pas aboutir à quelque chose de ça, c'est pas possible. Mais justement, Salah Eddine, et c'est là où peut-être on peut commencer une petite discussion, toi et moi, sur une question qui me semble fondamentale, et je viens, si tu veux, ici avec une réflexion. Ce qui pose véritablement problème avec l'évitant, c'est deux choses, selon moi. C'est le cadre relationnel, et justement la notion d'asymétrie. C'est-à-dire que, imaginons un évitant qui te propose une relation symétrique, dans un cadre relationnel où les choses sont claires par rapport à éventuellement l'engagement ou pas l'engagement. Je suis désolé, mais là, c'est plus un évitant.
Excuse-moi, j'ai quand même te la sortir. Écoute, C'est pas là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et tu avais raison. Je m'y attendais pas et tu as raison. On est passé à l'insécure. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Écoute, là-dessus, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Mais tu vois, ici, il y a une étude de 2012 de Etcheverry et compagnie qui est une étude très importante, hein, qui est une méta-analyse. L'évitement prédit un engagement plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, on sait, tu connais le sujet tu connais le sujet très très bien. On sait que tous les signes d'engagement dans nos sociétés modernes, je te parle pas dans les sociétés traditionnelles où l'engagement est obligatoire, par exemple, une demande en mariage, une présentation familiale. C'est là aussi, hein, je vais pas être d'accord avec toi. C'est-à-dire? Oui, l'engagement est obligatoire, mais c'est pas un engagement réel dans le sens absolu. Ah oui, non, mais moi je te parle de l'engagement dans les faits, c'est-à-dire un mariage. Oui, mais tu peux être complètement distant dans l'engagement. Oui, si je te parle plutôt des signes de l'engagement tels que le mariage, la présentation familiale. Il y a des choses, effectivement. Voilà. Oui, là, donc on sait que si tu veux, l'engagement active l'évitement. Ça veut dire en fait l'évitant se sent emprisonné. Oh là là, je vais me retrouver dans quelque chose de très strict, très cadré. Je vais perdre mon indépendance. C'est la vulnérabilité, là. C'est la notion de vulnérabilité. Et la notion de dépendre de quelqu'un d'autre. Je vais dépendre de quelqu'un d'autre et surtout, je vais perdre mon indépendance. Tout à fait, c'est ça. Je vais perdre mon indépendance. Mais justement, si le cadre relationnel était défini d'une manière plutôt claire et le partenaire pouvait dire, voilà, j'accepte ou je refuse finalement ce qu'on me propose, je pense que la question de l'évitement serait plus vraiment un problème, en fait. Clairement. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, si l'évitant proposait un cadre relationnel adapté à son architecture psychologique, ma foi, le partenaire accepte ou refuse. S'il accepte, tant mieux pour lui ou tant pis pour lui, ou fait que sais-je. Mais qui lui a appris à faire sa manie? Qui? À l'évitant. Justement, personne lui a appris à faire ça. Justement, si personne lui a appris, comment il peut le faire? Il peut pas le faire. Mais justement, non, mais tu as eu raison quand tu m'as répondu ce que tu m'as répondu. Tu as été 100%, t'as été droit au but. Et c'est, je pense, une des problématiques les plus difficiles de l'évitement, c'est-à-dire que si les choses étaient annoncées clairement, le cadre relationnel, et par exemple, voilà, qu'est-ce que je peux donner? Donc, tu parles des capacités. Toi, tu as d'ailleurs soulevé quelque chose, d'ailleurs, beaucoup de gens ont repris, hein, depuis que tu as parlé, justement, de la notion de capacité. On a entendu un peu dans le monde anglo-saxon, tout à coup, des gens reprendre cette notion, justement, de capacité dont tu avais parlé, et tu étais le premier, d'ailleurs, à parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. D'accord? Mais si à un moment donné, l'évitant te disait, voilà ce que je veux partager, ce que je peux partager, et voilà finalement le cadre relationnel qu'on pourrait mettre en place. Le problème, c'est que de mon expérience par rapport à toutes les études que j'ai lues, et bon là d'ailleurs sur cette question, on en a quand même une vingtaine, l'évitant n'accepte pas non plus la symétrie. Regarde Salah Eddin, si toi tu connais, tu as coaché beaucoup d'évitants, et si quelqu'un vient dire à un évitant, écoute, moi je veux de la distance, t'es pas du tout une priorité dans ma vie. Donc si un évitant vient et propose ça. Non, quelqu'un vient proposer ça à l'évitant. Okay, ouais, si quelqu'un vient proposer ça à un évitant, écoute, t'es pas une priorité dans ma vie, t'es un élément périphérique. Pour moi, la relation, elle est pas très importante. Tu peux rester à distance, moi aussi. Finalement, tu peux aller voir d'autres partenaires, parce que moi, je vais pas dépendre de toi pour mes besoins. Moi, je vais aller aussi voir d'autres partenaires. Et ni toi, tu as besoin, ni toi, tu vas mettre tes besoins entre mes mains, ni moi, je vais mettre mes besoins entre tes mains, puisque finalement, il vaut mieux pas faire cela comme ça ne t'active pas. Et moi, j'aime mon indépendance et ma liberté. Soyons dans une relation ouverte où on ne dépend pas l'un de l'autre. Ils ne veulent pas de ça. Ils n'acceptent pas ça. Il y en a certains qui vont... Non, c'est-à-dire qu'en fait... Il y en a certains, si c'est pas nommé comme ça et que c'est fait, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais si tu le prends en pratique, tu peux dire... C'est tout bénef pour eux. Oui, mais en fait, ce que je t'expliquais ici... Si c'est nommé comme ça, oui. Si tu lui dis comme ça, il est fort probable que certains vont pas dire... Mais pourquoi je te dis ça? Et je parle évidemment ici sous ton autorité, c'est une discussion. À partir du moment où l'évitant risque de perdre la chaleur relationnelle, parce que finalement, qu'est-ce qu'il cherche, l'évitant? Comme tous les autres. Il cherche une relation, il cherche de l'amour. Tout à fait. D'accord? S'il cherche de l'amour et il cherche une relation, il a bien compris que s'il tombe sur un partenaire qui allait lui donner de la froideur et de la distance, ça risque de poser problème. Et là, on tombe dans la thèse d'Amir Levin, qui d'ailleurs n'est pas reprise par certains auteurs français sur cette question, c'est que deux évitants, ça marche pas. En fait, quand un évitant tombe sur la même froideur, c'est comme deux rails de train. Ouais, ils sont parallèles, quoi. Ils sont parallèles, mais on reçoit plus la chaleur relationnelle. En fait, ce que je veux te dire, c'est quand un évitant tombe sur un partenaire qui lui propose en apparence, je dis bien en apparence,
un cadre relationnel qui semblerait lui convenir parce qu'il va jamais l'activer en termes de distance, de froideur, j'ai aucun besoin, mais c'est normal qu'il ait aucun besoin puisqu'il est comble ailleurs. Ça n'a pas l'air de les réjouir, ils aiment pas ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils aiment les anxieux. Parce que inconsciemment, finalement, l'anxieux, il prend la tête, il t'énerve beaucoup, mais il donne de la chaleur, tu vois. Et donc, le problème de l'asymétrie dont on parle ici, parce que c'est le sujet de notre entrevue, c'est, je crois, avec l'histoire du cadre relationnel, les deux problèmes fondamentaux de l'évitement. Parce que finalement, s'il n'y avait pas ces deux problèmes-là, l'évitement en tant que cadre relationnel plutôt moins engagé, ma foi, ne poserait pas vraiment de problème. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse un peu ou donc tu as une nuance ta question c'est... Non, ma question c'est finalement, si on propose une relation symétrique à l'évitant, c'est-à-dire une relation où il y a de la distance, où il y a de la froideur, ça va pas tenir. Hein. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Tient pas. Parce qu'il a, en fait, l'évitant recherche cette relation. Cette chaleur, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais t'entendre. Non, en fait. Mais ça, je l'ai dit, je l'ai redit dans les précédentes vidéos, c'est que la recherche de chaleur, elle est profondément ancrée dans l'ADN de l'humain. Oui, mais ça, c'est-à-dire que oui, c'est important. C'est important parce que si tu veux, les premières expériences qui ont été menées par rapport à ça, c'est cette histoire de mannequin froid sans nourriture, avec nourriture et mannequin chaud avec nourriture. On fait rentrer des bébés singes et on demande quoi choisir. Oui, oui. Et systématiquement, ils préfèrent le mannequin chaud sans nourriture plutôt que le mannequin froid avec nourriture. C'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire le besoin de chaleur, Mali, il est vraiment profondément ancré dans la recherche, et d'ailleurs dans la recherche de tout être humain. Maintenant, il y a une notion chez l'évitant qu'il est important de noter, qui est aussi propre au style d'attachement anxieux et désorganisé, qui est une sorte de confiance à se donner dans la gestion de la relation. Oui. Si tu veux, l'évitant, contrairement par exemple à d'autres, il préfère plutôt, d'une certaine manière, la fuite, d'une certaine manière, s'isoler, pour éviter de décevoir, pour anticiper l'éventuelle mise à l'écart, etc., etc. Tu vois ? Oui. Et donc, si tu veux, là, il y a une notion d'estime de soi, de confiance en soi, dans la relation, qu'ils n'ont pas parce que l'un des éléments fondamentaux de l'estime de soi, et ça, je vous invite à regarder les ouvrages de Christophe André qui sont vraiment remarquables à ce niveau-là, c'est l'amour de soi, en fait. Et l'amour de soi, tu l'as dans un environnement qui est un environnement affectif, un environnement où tu as un amour inconditionnel, et tous ces styles d'attachement insécures, ils ne l'ont pas eu, Mali. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu n'as pas les mêmes capacités de départ à pouvoir gérer ce que tu as géré. Et c'est là qu'il y a de la mécommunication. C'est là où nous, par exemple, on travaille beaucoup sur la communication interpersonnelle, la communication intrapersonnelle. Tu es un spécialiste de ça d'ailleurs, toi, hein, tout oui, ce qui est communication. C'est vraiment ça mon domaine. Tu vois. Et donc, c'est vraiment travailler à décentrer, dézoomer, et je le dis souvent, à être dans cette méta-position, à capter comment je travaille, comment je réagis, pourquoi je réagis comme je réagis, qu'est-ce qui fait que je réagis comme je réagis, quelle est la peur derrière, et pouvoir proposer autre chose. Et si tu veux, c'est revenir un petit peu à ce qu'on a déjà dit. Donc, je pense que toutes les personnes veulent une relation, mais pour avoir une relation qui est dite saine, parce qu'une relation saine, ça ne veut pas dire une relation qui est dénuée de conflit, ça n'existe pas. Ah oui, c'est important d'ailleurs, c'est-à-dire que l'évitant, contrairement à l'anxieux, il cherche à provoquer, si tu veux, quelque part des conflits. Il a besoin de cette attention. Il a besoin de cette attention, mais quelque part, de l'autre côté, dans l'autre extrême, l'évitant voit tout conflit comme étant un problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, il va être dans cette prophétie autoréalisatrice qui va dire, voilà, j'ai raison de pouvoir me replier sur moi-même parce que quand je fais un effort, je suis, il y a des critiques à ça. Et donc là, on est dans... le confort psychologique dont on a déjà parlé dans les autres vidéos. Mais Salahdine, on va vers la fin de l'entrevue. La dernière fois, tu nous parlais dans le coaching que tu mettais, si tu veux, ou en tout cas tu apprenais aux partenaires d'évitant à leur mettre justement des limites, c'est-à-dire mettre très vite un cadre et mettre très vite des limites pour justement éviter quelque part
cette asymétrie dont tu parles. Ça, c'est déjà des partenaires qui sont déjà en relation depuis un certain temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais donc, tu vas aussi confirmer, si la personne met des limites assez rapidement, en général, je dis bien en général, les évitants n'acceptent pas cela. C'est-à-dire que dès que tu mets des limites, il faut accepter de perdre. Ok. Mais le problème, c'est qu'on a deux solutions. Soit tu vas mettre des limites pour créer finalement les conditions d'une symétrie, soit tu dois t'adapter à la symétrie en allant vers le fait de donner quelque chose d'équivalent à ce que tu reçois, et là, tu viens de me confirmer que ça ne marche pas non plus. Donc finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à la conclusion que si à un moment donné, il n'y a pas un minimum de travail et de conscientisation qui est fait sur les bases même de l'évitement, c'est compliqué pour un évitant, surtout parmi les plus sévères d'entre eux, donc c'est-à-dire les sévères dédaigneux, de véritablement être dans une relation engagée. Oui, mais je vais te répondre aussi que, effectivement, donc tu as deux options que tu viens de citer, mais il y a surtout une chose qui est très très importante, Mali, et qu'il est important de soulever ici, c'est la forme avec laquelle tu vas gérer cette relation. Oui. Tu vois? C'est vrai que les évitants mettent beaucoup d'importance à la forme. Pas que les évitants, de manière générale, mais particulièrement les évitants. Les principes liés à la communication, la forme est plus important que le contenu, tu vois. C'est ça. La manière dont tu vas emballer le message est tout aussi important. Et ça ne veut pas dire que tu dois être dans la survigilance et faire attention, mais c'est important, c'est important. On a déjà abordé, par exemple, les principes de la communication non violente, tu vois. Tu en avais parlé dans une entrevue que je conseille aux gens d'aller visionner avec Naï, que je salue d'ailleurs. Comment communiquer avec un évitant? Oui, je pense, oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Mais donc, cette notion de communication non violente, c'est pas un outil de manipulation, hein. C'est un outil de communication. Et c'est important de faire la part des choses. Parce que souvent, tu as des personnes qui disent « Ouais, mais moi j'essaie de communiquer, ça fonctionne pas. » Mais parce qu'il y a du ressenti aussi derrière. Quand tu fais ce que tu fais, fais-le en étant réellement ancré avec toi-même, en étant sincère dans ta démarche, en étant dépolarisé énergétiquement, c'est-à-dire ne pas être concentré que sur l'autre. Concentre-toi sur toi, ce que tu ressens toi, ce que tu vis toi, tes besoins, tes attentes, et dire les choses de manière claire, nette et précise. Après, effectivement, Mali, c'est une possibilité que la personne, quand tu vas mettre un cadre, et que tu vas mettre la forme, et que tu vas quand même faire attention à essayer de transmettre un message de la manière la plus polie possible, que la personne ne l'entende pas, mais c'est plus sous ton contrôle. À un moment donné, c'est revenir à soi et se respecter soi-même. Si dans une relation, je suis malmené parce que l'autre ne désire pas faire le changement nécessaire, moi, j'ai aucune maîtrise par rapport à l'autre. J'ai aucun contrôle par rapport à l'autre. Donc, je reviens à moi, et c'est important, cette notion. Parce que souvent, tu l'as dit, ah tiens, on ne veut pas lâcher le partenaire, on ne veut pas lâcher la relation, mais à quel prix? Tu vois? Donc, si à un moment donné, toi, dans ta zone d'influence, dans ta zone de maîtrise, dans ta zone de contrôle, tu sais que tu as mis les choses au clair, que tu sais et que tu as identifié tes critères, tes besoins, tes valeurs, que tu as fait le travail de retour à toi, ce retour réflexif nécessaire pour pouvoir te dire, ok, je me donne cette valeur, je sais ce que je vaux, je sais que je m'affirme. Quand je dis non, je dis non. Oui. Tu vois? Ce qui est difficile pour l'anxieux, tout ce que tu dis. Hein. Oui, parce qu'il est en fusion. Oui. Donc à un moment donné, il pense que voilà, mais c'est un travail de déconstruction, c'est un travail qu'on fait sur. Tu vois? Si à partir de ce moment-là, tu fais ce travail, moi, c'est ce que j'observe de manière claire, c'est que les gens sont beaucoup plus à l'aise à pouvoir justement laisser partir une relation toxique. Parce qu'ils d'une certaine manière, ils savent qu'ils ont fait le maximum. Le verre, quand il est vide, Mali, tu le remplis avec ce que tu veux. Mais quand il est rempli, il est déjà rempli. Et souvent, les personnes arrivent avec un verre vide. Tu vois, donc n'importe qui passe peut le remplir avec ce qu'il veut. Et donc, d'une certaine manière, quand on fait ce travail de retravailler l'estime de soi, de retravailler l'amour de soi, de retravailler l'image de soi, de retravailler l'affirmation de soi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être beaucoup moins enclin à être en train de rechercher cette validation externe, de remplir ça avec n'importe quoi, tu vois. Validation externe, d'ailleurs, qu'on a abordée dans une entrevue précédente sur les anxieux. Pour terminer l'entrevue, Salah Hadine, rapidement, un anxieux qui vient te voir et qui vit une asymétrie,
qu'est-ce que tu lui dis? Et ensuite, tu me dis un évitant qui vient te voir et qui est dans une relation asymétrique, qu'est-ce que tu lui dis? Je voudrais juste apporter peut-être une petite, précision, Mali. C'est important, les mots ont leur importance. C'est vrai qu'on dit beaucoup un anxieux, un évitant. Moi, j'aime bien dire les personnes avec un style d'attachement anxieux. Oui, excuse-moi, d'accord. Okay. Pour pas coller les personnes dans une identité. Ok, d'accord. Parce que le travail, justement, du professionnel, c'est de déconstruire, tu vois. Parce que tu peux être dans une démarche où tu vis de l'anxiété, mais t'es pas un anxieux pour autant. Je veux dire de manière définitive et tu vois, dans l'identité. Donc, je sais pas si... C'est hyper important ce que tu viens de dire. Je te remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en plus, toi qui fais beaucoup de tests sur les personnalités, on a des gens très légèrement anxieux, mais qui peuvent être très dominants. Oui, c'est ça. Par exemple, on a des gens légèrement anxieux qui sont véritablement plutôt dans la conciliation. Donc, toi, tu le vois d'ailleurs avec l'énéagramme et les tests de personnalité. Pourquoi je te dis ça, Mali? C'est parce que les gens, souvent, les mots ont une force, tu vois. Oui, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des gens qui te disent, mon évitant, je suis anxieux. Oui, tu peux faire de l'anxiété à un moment donné. C'est juste une couche de personnalité. C'est ça, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est pas une identité en tant que telle. C'est ça. C'est une capacité justement. C'est vrai qu'on a tendance à essentialiser. Et on travaille par rapport à ça. Et donc pour revenir à ta question, excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis à un anxieux qui vient te voir, ou en tout cas quelqu'un, on va reprendre ta terminologie qui est correcte, quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux et qui vient te voir et qui est en relation avec un évitant, ou un partenaire d'évitant, ou un partenaire qui a n'importe quel style d'attachement et qui vient te voir et qui vit une relation asymétrique avec un évitant, puisque c'est le sujet de notre entrevue, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Et ensuite, je rebondis directement sur la deuxième question. Si un évitant vient te voir et d'une manière manifeste, il est dans une relation asymétrique et fait vivre une asymétrie à son partenaire, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour éventuellement rééquilibrer les choses? Ok. Je vais commencer par le dernier, par la personne qui a un style d'attachement évitant. Donc, le style d'attachement évitant, je le dis, je le répète, c'est important. Quand ils viennent en consultation, c'est super parce que c'est-à-dire que déjà, il fait déjà un travail. Il a déjà monté la montagne. Oui, c'est important parce que souvent, ils minimisent, ils culpabilisent beaucoup. Hein. Parce que souvent, on a l'idée de personnes froides, c'est des personnes qui sont aussi sensibles que les autres. Et ils pleurent beaucoup d'ailleurs, hein, ils s'effondrent beaucoup en thérapie. En tout cas, ils sont sensibles. C'est ça. Ils sont sensibles, et quand effectivement l'espace est sécurisé, et moi je suis dans la bienveillance la plus absolue, la plus totale vis-à-vis des personnes qui viennent me voir, c'est hyper important de les accueillir tels qu'ils sont. On n'est pas dans le jugement. On n'est pas en train de juger les gens. On sait que, voilà, on est en train justement de leur faire prendre conscience que c'est une programmation, ça peut se déprogrammer. Et c'est une programmation qui les fait souffrir aussi. Tout à fait, tout à fait. Et ils souffrent vraiment, ils souffrent. Parce que c'est des personnes qui peuvent être d'une gentillesse, qui peuvent être à ton service d'une manière, waouh, mais qui comprennent pas parfois certains besoins élémentaires du partenaire. Vraiment. C'est ça. Et donc, si tu veux, l'asymétrie chez l'évitant, elle s'exprime pas forcément de manière aussi clair et limpide que chez un anxieux qui va venir, qui va dire, pourquoi? Parce que l'évitant, il a cet angle mort, hein, réellement, lui-même, qui pense que moins je suis dépendant des gens, mieux je me porte. Donc, moi, la symétrie, je suis à l'aise avec. C'est pas d'ailleurs, en fait, ce que l'autre accepte, c'est pas mon problème. Oui, mais d'ailleurs, lui, son seuil de tolérance est tellement important qu'il a commencé à le faire très petit, très jeune. C'est ça. Très jeune, il a commencé à être... on se dit, ouais, moi, je vais pas être dépendant des gens, je vais pas être dépendant des gens, je vais pas être dépendant des gens. Donc, cette notion d'asymétrie chez l'évitant, Mali, elle est très, très, très compliquée. Et justement, c'est l'un des enjeux chez eux, c'est de leur faire comprendre qu'on a besoin de l'autre, que tu peux exprimer ton besoin à l'autre, parce qu'exprimer même son besoin à l'autre, c'est compliqué. C'est ça. Parce que si j'ai une forme de vulnérabilité, voilà, ça veut dire que j'ai besoin de toi. Clairement. Et c'est important. C'est important. Dans un des piliers, quoi. Tout à fait. Oui, clairement. Tout à fait. Alors, pour le style d'attachement anxieux, là, effectivement, là, il y a ce qu'on a dit, hein, ce qu'on a répété. Donc, il y a vraiment la prise de considération de sa propre personne, de sa référence interne, de travailler son cadre de référence, de travailler qu'est-ce qui définit sa personnalité, qu'est-ce qui motive sa personnalité, qu'est-ce qu'il recherche dans une relation, qu'est-ce qu'il est prêt à tolérer, qu'est-ce qu'il n'est pas prêt à tolérer, dans quoi il est invité à faire des efforts, dans quoi il est invité à dire stop. Et donc c'est tout un travail, si tu veux, de
de conscientisation, d'éducation, de sensibilisation à avoir pour donner justement une réponse différente de la réponse automatique qu'ils ont l'habitude de donner. Donc, c'était quoi ta question pour être sûr que je... Non, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Oui, c'est ça. Donc, c'est pour être sûr que je réponds par rapport à ce que tu viens de dire, je renvoie nos abonnés, en tout cas ceux qui nous regardent, à l'entrevue qu'on a eue précédemment sur le style d'attachement anxieux et l'approche amoureuse. En tout cas, je te remercie beaucoup, Salah Eddine, pour cet entretien. Et on se reverra très bientôt pour un nouvel entretien.